La plateforme gazière Troll A est la plus grande structure jamais déplacée par l'homme à la surface du globe. Mais l'ADN de ce monstre de béton et d'acier a des connexions directes avec quelques surprenants ancêtres. En effet, la construction de Troll A n'aurait pas été possible sans son drôle d'arbre généalogique qui comprend notamment un silo à grains, une pompe à vide, une voiture de course, un pont mal conçu et la fréquence d'une note de musique. Quel est le rapport entre ces 5 éléments et l'une des plus grandes plateformes de toutes les mers du monde? Nous allons le savoir. Nous allons découvrir aujourd'hui comment l'ingénierie moderne a permis la construction de la plus haute structure en béton jamais posée sur le fond des océans, la plateforme gazière Troll A. En s'approchant de Troll A, situé à 70 km des côtes norvégiennes, on ne se rend pas immédiatement compte de sa taille démesurée. Cette structure est si gigantesque qu'il est difficile de l'embrasser entièrement du regard. Et la majeure partie de la plateforme est immergée. Nous sommes ici à une hauteur équivalente à celle de l'Empire State Building, avec la mer au niveau du 80e étage. Même sur la terre ferme, la construction d'une plateforme de près de 500 mètres de hauteur aurait été une gageure pour n'importe quel ingénieur. Troll doit en outre résister à l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Ces piliers en béton seront martelés par les vagues tout au long de leur vie. Pour les examiner de plus près, il n'y a qu'un moyen. Descendre au niveau de la mer, 60 mètres plus bas. Je n'avais jamais volé à bord d'un bateau. Par chance, la météo est clémente. D'ordinaire, il est impossible de mettre le bateau de surveillance à l'eau si les vagues font plus de 3 mètres. La structure est conçue pour résister à des vagues de 30 mètres, soit juste au niveau du pont de la plateforme. Ces piliers devront assurer à Troll A une assise parfaite jusqu'en 2066. Ils doivent être solides, mais également souples, de manière à onduler sous la force des vagues. Leur construction a exigé un béton spécial. Le béton utilisé ici a été conçu dans un jardin par un homme dont l'unique objectif était de fabriquer des pots solides pour ses plantes. De nos jours, le béton est le matériau de construction le plus utilisé dans le monde. Et il existe depuis longtemps. Les Romains en maîtrisaient déjà la fabrication il y a près de 2000 ans. Mais le béton romain, trop rigide, n'aurait pu servir à construire Troll A. Pour savoir comment le béton souple a été inventé, il faut effectuer un bond dans le temps, de l'Antiquité romaine au XIXe siècle, plus précisément au Palais de Versailles. Le jardinier Joseph Monnier fabrique de gros pots en ciment pour y planter des arbres. Mais il y a un petit problème. Les arbres poussent et prennent du volume, or le ciment, lui, est rigide. Monnier doit créer un ciment qui puisse résister à la force des plantes. Nous avons rendez-vous avec l'ingénieur Gareth Hughes pour savoir comment le jardinier a procédé. Gareth, le meilleur moyen de comprendre ce qu'est le béton est d'en fabriquer. Alors j'ai apporté une brouette et une pelle. Quelle est la recette? En gros, il faut 3 pelletées de gravier, 2 de sable et 1 de ciment. C'est le ciment qui donne sa solidité au béton. Enfin, il faut ajouter de l'eau pour lier l'ensemble. Voilà de quoi est fait le béton classique.
Alors quel est le problème? Ce béton est extrêmement solide. Oui, il est solide, mais seulement pour certaines applications. Par exemple, si on l'écrase ou si on le comprime, il reste très solide et résiste parfaitement à la pression. En revanche, si on exerce une pression importante au centre de la plaque, celle-ci peut plier sous le poids. Et dans ces circonstances, le béton n'est pas très solide. Le bloc risque de s'effriter et de se briser. Comme tout matériau, il peut être très résistant pour certains usages. Exact. Dans le cas présent, on ne peut pas l'écraser. Mais si on essaie de le plier, il se brise. Voilà le problème du béton ordinaire. Le béton des jambes de la plateforme doit pouvoir se déformer afin de résister aux assauts répétés de la houle du large. Garrett tient à me montrer ce qui se passerait s'ils étaient construits en béton ordinaire. Tout d'abord, nous devons installer notre propre laboratoire d'essai. Nous savons que le béton classique est très solide lorsqu'on essaie de le comprimer. Nous allons voir s'il est capable de se déformer quand il est soumis à une forte tension. Garrett a préparé une énorme plaque de béton. Elle mesure 20 cm d'épaisseur et pèse près de 5 tonnes. Cette plaque paraît incroyablement solide. Voyons ce qu'il en est. Je vais lâcher dessus un modeste poids de 32 kg d'une hauteur de 3 mètres, l'équivalent d'une vague de 4 mètres heurtant la plateforme Troll. Si la plateforme était faite de ce béton, elle serait certainement d'une solidité à toute épreuve. On aurait cru qu'une plaque de béton de cette épaisseur serait très solide. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et effectivement, elle est solide, mais seulement dans certaines conditions d'emploi. Elle a des points faibles. Je n'arrive pas à croire que ce poids ait pu la briser. Voilà le problème rencontré par Joseph Monnier au XIXe siècle. Ses pots finissaient par se fendre sous la pression des racines. Monnier eut alors l'idée d'ajouter au béton un matériau plus souple, qui permet à l'ensemble de se déformer légèrement. À l'époque, il utilisait du fer. Aujourd'hui, c'est de l'acier, mais le principe est exactement le même. Et ce béton armé est très facile à fabriquer. Il suffit de verser du béton sur un quadrillage en acier. L'armature permet au béton de se déformer et le béton protège l'acier des intempéries. Cette plaque fait exactement la même taille que celle que nous venons de briser. Elle fait également 20 cm d'épaisseur. La seule différence est qu'elle est renforcée par 26 tiges d'acier. Pour la tester, nous n'allons pas nous contenter de lâcher un poids de 30 kg. Voici la plaque que nous avons cassée. Elle pèse son poids. Cette benne de 5 tonnes correspond à 50 fois le poids utilisé lors du test précédent. Mais les fines tiges d'acier qui renforcent cette plaque de béton l'empêcheront-elles de se briser? En théorie, ça devrait marcher. En théorie. Dans le cas contraire, eh bien... Pour l'instant, ça tient. La seule différence entre cette plaque et celle qui s'est brisée réside dans quelques tiges d'acier. Les tiges qui renforcent cette plaque de béton font ce diamètre-ci. Et voici celles qui ont servi à construire les piliers de la plateforme Troll A. C'est du costaud. Comme l'avait découvert Joseph Monnier, il faut peu d'acier pour que la structure soit solide. Mais Troll A est si gigantesque que sa construction a nécessité une quantité de métal équivalente à 15 tours Eiffel. Le reste de l'édifice est constitué de béton, un matériau relativement bon marché, en quantité suffisante pour construire 2 ou 3 stades de football. Troll A ne craint aucune vague, même les plus grosses. En plus d'être solide, la plateforme doit être étanche.
Une fois encore, c'est du 19e siècle qu'est venue la solution, grâce aux fermiers américains. Les piliers creux de la plateforme gazière Troll A reposent sur le fond de la mer du Nord, à 300 mètres sous la surface. Les 2/3 de la structure étant immergés, ces concepteurs devaient s'assurer que les flots tumultueux ne pénétreraient pas à l'intérieur de Troll A. Eh oui, c'est une sacrée descente. Et si la vue ne vous suffit pas pour réaliser à quel point ces piliers sont gigantesques, je précise qu'il faut 9 minutes pour atteindre le fond. Ça vous donne peut-être une idée de l'heure des mesures. Quand même, 9 minutes. C'est normal, hein, ça fait toujours ça. 9 minutes dans cette cage pour descendre au fond. C'est encore loin. L'ascenseur descend à l'intérieur d'une des jambes de la plateforme, jusqu'au fond de la mer. Je suis à présent au pied d'un des piliers de Troll A, c'est-à-dire à une très grande profondeur. Le plafond que je vois au-dessus de ma tête n'est pas le sommet du pilier. En fait, cela ne représente qu'un tiers de la colonne. Le sommet est 3 fois plus haut que ça, ce qui me place au niveau du fond marin. Et à ces profondeurs, l'énorme pression de l'eau exige que ces murs soient non seulement très solides, mais aussi parfaitement étanches. La pression externe avoisine les 35 kg par centimètre carré à la base de la plateforme, à plus de 300 mètres sous la surface des flots. Et même ces parois de béton de 2 mètres d'épaisseur pourraient céder en cas de défaut de conception. Étrangement, le même problème se posa aux agriculteurs américains du Midwest il y a plus d'un siècle. Eux aussi avaient besoin de structures solides et étanches pour stocker les montagnes de céréales produites dans les grandes plaines. Ils construisent alors d'immenses silos à grains, en bois. Mais la poussière de céréales, très inflammable, et le bois forment un mélange dangereux et les incendies sont fréquents. Il faut trouver une autre solution. En 1899, des ingénieurs du Minnesota révolutionnent le marché en utilisant du béton. Leur technique innovante, qui consiste à couler du béton sans joint ni raccord, permet d'obtenir un matériau étanche. Comme dans le cas des silos à grains, si les ingénieurs avaient construit Troll A avec des raccords dans le béton, cela lui aurait été fatal. La question est de savoir comment on peut garantir l'étanchéité d'une immense structure en béton posée sur le fond de l'océan. Pour connaître la réponse, j'ai interrogé Grant Schlereth, un ingénieur qui connaît bien les problèmes de défauts structurels. Intrinsèquement, le béton est un matériau étanche et sans défaut. L'important à savoir est que la moindre imperfection dans une structure peut causer de gros dégâts. Même un petit défaut? Même le plus petit défaut. Prenons l'exemple de cette baguette en plastique. Elle est souple, elle ne casse pas. Tu peux essayer. En effet, elle est souple. Aucun défaut? Non. Maintenant, si on ajoute un défaut, juste une minuscule entaille. C'est tout. Ouais. Recommence, regarde. Et c'est suffisant. Le moindre défaut peut avoir de graves conséquences. Grant et ses collègues ont préparé une expérience pour montrer ce qui pourrait se passer si les piliers de Troll A avaient des défauts, si petits soient-ils. L'équipe fait d'abord une entaille dans un gros conteneur en plastique, puis rebouche la fente. Ensuite,
Grant remplit le conteneur d'eau avant d'exercer une pression à l'aide d'un explosif. Tout est en place, le conteneur a un tout petit défaut. Le système est armé. 3, 2, 1... Ça a explosé. On va jeter un coup d'œil? Alors qu'est-ce qu'on cherche? Explique-nous. Bien, tu peux remarquer qu'il y a une grosse entaille dans le réservoir. Oui, il est éventré. Nous avons introduit un défaut dans la structure. Nous l'avons soumise à une forte pression et voici le résultat. Donc ce petit défaut, ce raccord, a fragilisé l'ensemble du conteneur. Exactement. Et c'est ce qui peut arriver dans n'importe quel type de structure, en fait. C'est ce que nous essayons d'éviter. Vu le résultat, la moindre imperfection dans le béton serait fatale à la plateforme Troll. Mais Grant tient également à me montrer la solution. Il suffit d'éviter tout défaut dans la structure. Deuxième round. Le même conteneur en plastique supportera-t-il les mêmes contraintes s'il ne comporte aucun raccord? Système armé, 3, 2, 1... Est-ce qu'il a tenu bon? Allons voir. Il a l'air intact. Tu as raison. Il a survécu au choc. Ouais. Et les conditions étaient identiques, même quantité d'eau, même charge. Même matériau. La seule différence est que cette fois-ci, il n'y a ni soudure ni raccord. C'est donc là que résidait notre point faible, dans la soudure. Et l'expérience vaut pour le béton comme pour cette caisse en plastique. Oui, le principe est le même. Il n'y a aucun défaut, ce qui minimise les risques de dégâts qui pourraient être catastrophiques. Les imperfections telles que les raccords sont des zones de fragilité. Mais comment les ingénieurs de Troll ont-ils réussi à bâtir des tours en béton de 300 mètres de haut sans un seul raccord? Le secret consiste à construire sans jamais s'arrêter. 24 heures sur 24, qu'il pleuve ou qu'il vente. J'ai voulu voir de plus près une autre structure en béton construite grâce à la même technique. Cette fois, il s'agit d'une centrale électrique en Grande-Bretagne. Malheureusement, cela m'oblige à faire quelque chose que je déteste. Je dois grimper à 180 mètres de hauteur dans une minuscule cage d'acier. Tu es parfaitement à l'aise dans cet ascenseur? Oui. Tu n'as aucune appréhension? Pas vraiment, non. Tant mieux pour toi. On n'est même pas à mi-hauteur. Très bien. Ça a l'air haut vu d'en bas, mais vu d'ici, c'est encore plus haut. Je m'efforce de garder à l'esprit que cette cheminée en béton de 180 mètres fait moins de la moitié de la taille de la plateforme Troll A. Mais la technique de construction est exactement la même. Et voilà, une journée de plus au bureau. Tout est parfaitement normal. Bien que je sois à moitié paralysé par la peur, ce que je vois est absolument stupéfiant. Cette cheminée est construite en un seul morceau. Un seul morceau! Et tout ça grâce à un silo à grains étanche bâti dans le Minnesota par l'ingénieur C.F. Haglin. Haglin avait compris qu'en construisant un bâtiment en plusieurs parties, il était très difficile de le rendre étanche au niveau des raccords entre les différentes sections. Mais il découvrit qu'en bâtissant une structure d'un seul bloc, celle-ci se révélait parfaitement étanche.
Cela paraît incroyable, mais la moindre pause dans la construction laisserait un raccord, un défaut potentiellement fatal pour la plateforme Troll. Le secret pour construire de hautes structures est de couler le béton sans interruption. Cette opération nécessite de rehausser le coffrage au fur et à mesure que le chantier progresse. C'est un cycle. On verse le béton, puis des vérins hydrauliques fixés sur la structure elle-même soulèvent le coffrage de quelques centimètres pour que le moulage se poursuive. Je me trouve sous le coffrage. Voici le moule qui contient le béton que l'on vient de couler. C'est la partie mobile de l'ensemble. On voit ici le béton frais et le coffrage qui monte. Regardez. Tout le dispositif sur lequel je me tiens est en train de s'élever et on voit apparaître le béton fraîchement coulé. Ce procédé est appelé moulage continu. Des vérins hydrauliques font coulisser le coffrage le long de la structure, sans l'aide d'aucun échafaudage. C'est encore humide. Le béton n'est pas encore solidifié. J'ai du mal à croire qu'il continue à travailler au-dessus de moi. Il coule du béton en ce moment même. Toute cette partie est constituée de béton frais, qui sort de la bétonnière. On le voit apparaître ici. Il est encore mou. Plus bas, la réaction chimique est en train de se produire et le béton est chaud. L'ensemble s'élève de 20 cm par heure. Il a fallu 6 semaines pour construire cette cheminée haute de 180 mètres. Le moulage continu est la méthode la plus rapide pour construire d'immenses structures en béton. Pourtant, même avec un procédé de moulage ultra rapide, il a fallu près d'1 an pour bâtir les énormes jambes de la plateforme Troll A. Grâce à ces murs de béton sans aucun raccord, la plateforme est capable de résister à l'écrasante pression de l'eau. Mais Troll A reste sous la menace d'un danger invisible, dissimulé dans sa structure elle-même. La plateforme gazière Troll A est conçue pour résister à des vagues de 30 mètres et aux vents les plus violents. Mais elle est exposée à une autre menace qui peut se révéler tout aussi dévastatrice. Une simple note de musique pourrait déclencher une véritable catastrophe. L'histoire commence par le cauchemar de tout ingénieur des travaux publics. L'effondrement du pont du détroit de Tacoma aux États-Unis. Ce pont suspendu, situé dans l'État de Washington, est présenté à l'époque comme un ouvrage d'une conception révolutionnaire. Les ingénieurs tendent d'énormes câbles d'acier de 43 cm de diamètre pour soutenir la chaussée en béton. Le 1er juillet 1940, le 3e plus grand pont suspendu au monde est inauguré en grande pompe. Son tablier central fait 850 mètres de long. Mais les usagers remarquent une bizarrerie à propos de sa structure. Même les vents modérés le font onduler dangereusement. Les automobilistes s'habituent pourtant à voir disparaître les voitures qui les précèdent au gré des mouvements du pont qu'ils surnomment « Gertie la galopante ». Mais 4 mois après son inauguration, les passants médusés voient le pont de béton et d'acier se tordre comme du caoutchouc. Tandis que les extrémités oscillent de bas en haut avec une amplitude de 8,50 m, un ingénieur s'engage sur le pont persuadé d'être encore en sécurité. Mais les oscillations deviennent de plus en plus violentes. Fait étonnant, la structure résiste pendant près d'1 heure à ces tensions extrêmes avant de céder. Par miracle, la seule victime à déplorer est un chien. L'accident de Tacoma est imputable à un phénomène appelé résonance. Les ingénieurs de Troll A ont dû faire face au même type de menace.
Lorsqu'il est soumis à certaines contraintes, même le béton le plus solide peut se briser. Et en raison de sa situation, ici dans l'environnement hostile de la mer du Nord, la plateforme Troll A est exposée à des contraintes bien particulières qui se répètent inlassablement, les vagues. Sur une période de 70 ans, la plateforme pourrait subir les assauts de 180 millions de vagues. J'ai fait le calcul. Pour autant, ce n'est pas la taille des vagues qui risque de lui être fatale, mais leur fréquence. J'ai découvert que Troll A ressemblait en fait à un gigantesque instrument de musique, ce qui rend sa structure particulièrement vulnérable aux coups répétés, comme le clapotis. Je suis en compagnie de l'ingénieur du son Jonathan Hargreaves pour tenter de comprendre quel est ce danger invisible. Toutes les structures physiques ont une note particulière à laquelle elles résonnent, à laquelle elles vibrent. Dans le cas du verre à pied, c'est clairement audible. Si je le fais teinter, le verre émet un son en faisant vibrer l'air. Tous les objets ont leur propre note. Oui, certaines sont plus audibles que d'autres. Donc même la plateforme Troll a sa note, une fréquence à laquelle elle entre en résonance. Les scientifiques mesurent cette fréquence en comptant le nombre de vibrations par seconde. Le verre vibre près de 500 fois par seconde, et cette fréquence est son talon d'Achille. Ce tintement est donc important car c'est une note constante. Oui, c'est une propriété physique de l'objet. En quoi cela nous aide à le briser? En fait, nous allons inverser le processus qui nous permet d'entendre la note. Au lieu d'entendre le son produit par la vibration du verre, nous allons émettre une fréquence sonore qui fera vibrer le verre à l'unisson. Si tu joues exactement la même note que celle du verre, celui-ci se mettra à résonner. Cela signifie que si l'on rejoue la note exacte produite par le verre à pied, on peut le faire vibrer à l'unisson, sans même le toucher. Ce phénomène s'appelle la résonance. Au bout d'un moment, le verre vibre tellement qu'il se brise. En fait, c'est très simple. Cet objet a une note propre qui indique la fréquence à laquelle il vibre. Si l'on inverse le processus en lui envoyant les mêmes ondes sonores, il se met à vibrer à l'unisson et finit par voler en éclats. Il faut donc accorder la guitare avec le verre pour que les deux jouent la même note. Exactement. Ça a l'air affreusement simple. Je n'y crois pas. Pour produire la note fatidique, nous accordons la guitare de façon à obtenir la note exacte émise par le verre. Sur ces images filmées au ralenti, on voit le verre trembler comme de la gélatine, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter l'effet de résonance. À notre connaissance, c'est la première fois que cette expérience est tentée avec une guitare. Mais le principe est le même que dans la scène classique du verre brisé par la voix d'une chanteuse d'opéra. Mais quel est le point commun entre cette démonstration et Troll A ? La menace d'une destruction totale par résonance pèse également sur la plateforme gazière Troll A, malgré sa taille gigantesque. Ces piliers, hauts de 300 mètres, se comportent comme des cordes de guitare. Certaines séquences de vagues pourraient les faire entrer en vibration sur toute leur longueur. Tout comme le verre de l'expérience, s'il résonne trop à une fréquence critique, il risque de voler en éclats. Plus d'un demi-siècle après l'effondrement du pont de Tacoma, c'est un problème que les architectes de Troll ont pris très au sérieux. Et c'est le grand patron lui-même, Jan Hauge, qui me l'a confié. Parlez-moi de ce problème de résonance. Vous attendez qu'une vague de 60 mètres déferle sur la plateforme? Pourquoi? Le problème ne vient pas des grosses vagues. Mais si vous avez des vagues d'une certaine hauteur, d'une certaine direction et d'une certaine fréquence, cela peut exercer des forces suffisantes pour briser les bases de la plateforme.
C'est comme une balançoire. Avec la période, la force et la fréquence appropriées, on peut la faire vibrer. Donc le danger n'est pas les grosses déferlantes, mais les vagues qui ont une fréquence particulière. Exactement. Ça peut devenir grave, causer de gros dégâts. Dans le pire des cas, cela peut détruire toute la structure. La plateforme Troll A, qui a coûté la bagatelle de 16 milliards de dollars, finirait alors au fond de la mer. Les ingénieurs ont tiré les leçons de l'accident de Tacoma. Les concepteurs de Troll devaient faire en sorte que la structure ne résonne pas à une fréquence critique générée par une série de vagues. De retour au studio d'enregistrement, Jonathan me montre comment sortir la fréquence de résonance de la zone de danger. En fait, ce principe de changement de fréquence est assez simple à comprendre. Si tu joues une note sur la guitare, puis une autre sur la même corde, la note change. Oui, tu as changé la longueur vibrante de la corde et, ce faisant, tu as modifié sa fréquence de résonance. Au lieu d'entendre une note grave, on entend une note aiguë. J'ai changé sa fréquence. Oui. Comment peut-on appliquer ce principe au verre? On peut faire exactement la même chose avec le verre. Fais-le teinter. C'est sa note de résonance. Si je pose ce crayon dessus et que tu recommences... Le verre change complètement de note. Est-ce qu'on peut voir si ça l'empêche de se briser? J'aimerais recommencer la même expérience avec la guitare, mais avec le crayon en plus. Ça vaut la peine d'essayer. Les concepteurs de Troll ont appliqué le même principe, le crayon en moins. Ils ont réaccordé la plateforme en segmentant les piliers pour les empêcher de vibrer. À la place du crayon, ils ont utilisé un énorme bloc de béton. Une bague spéciale a été fixée à mi-hauteur des piliers, de manière à rigidifier la structure. C'est comme si on plaquait le doigt plus haut sur le manche d'une guitare pour obtenir une note plus aiguë. À présent, les jambes de Troll vibrent à une fréquence plus élevée. Les vagues ne peuvent pas les heurter à un rythme suffisamment rapide pour déclencher la résonance fatale. Quant au pont de Tacoma, 10 ans après son effondrement, les ingénieurs revirent sa conception et construisirent un nouvel ouvrage en rajoutant des renforts métalliques pour empêcher le tablier de se déformer. Surnommé Gerty la Robuste, en souvenir de son infortuné prédécesseur, il est toujours debout. Une fois la plateforme Troll à l'abri du phénomène de résonance, ses concepteurs doivent relever un nouveau défi. Arrimer la structure au fond marin. C'est là qu'intervient une invention vieille de 350 ans, la pompe à vide. Avec ses 450 mètres de hauteur, la plateforme gazière Troll A est l'une des plus grandes structures jamais construites. Elle a été assemblée à quelques 300 km du site d'exploitation sur lequel elle est aujourd'hui posée. Les piliers de la plateforme principale ont été construits séparément. Pour les assembler, les ingénieurs ont rempli d'eau les piliers creux de 300 mètres de haut de façon à les immerger presque complètement. C'est le moment le plus périlleux de la vie de Troll A. La pression de l'eau sur les pieds en béton est alors de 380 tonnes par centimètre carré. 5 ans auparavant, une autre plateforme appelée Sleipner a implosé sous la pression au même stade d'assemblage, provoquant un séisme de magnitude 3 sur l'échelle de Richter. Mais les piliers de Troll tiennent bon. La plateforme est tractée à l'aplomb de ses supports avec seulement 1 mètre de jeu. Puis, les ingénieurs pompent lentement l'eau des piliers pour les laisser remonter centimètre par centimètre jusqu'au niveau du pont. Un jour plus tard, la structure de 656 000 tonnes est entièrement assemblée. Elle est ensuite partiellement renflouée afin d'éviter les écueils situés entre le fjord et le gisement sous-marin. Il faut pas moins de 10 remorqueurs pour guider la plateforme à demi immergée à travers les fjords étroits.
Elle devient ainsi la plus grande structure jamais déplacée par l'homme à la surface du globe. Mais elle doit encore être arrimée au fond de la mer, à plus de 300 mètres sous la surface. Avec ses pieds remplis d'eau, Troll pèse plus d'1 million de tonnes. Mais cela ne suffit pas à la fixer en toute sécurité sur les fonds marins. C'est là que la pompe à vide, inventée il y a 3 siècles et demi, entre en jeu. En 1654, un inventeur allemand démontra grâce à sa pompe à air l'incroyable puissance du vide. Le physicien Toby Ferenczi s'apprête à reproduire l'expérience pour nous. C'est l'une des expériences les plus célèbres, n'est-ce pas? Absolument. Sans vouloir te vexer, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus scientifique. C'est très simple. On a 2 hémisphères en acier. On dirait une batterie de cuisine. Oui, en gros. Il n'y a aucun mécanisme à l'intérieur. Non, on pourrait y faire une bonne ratatouille. L'inventeur Otto von Guericke veut étudier le rôle de l'air dans la respiration et la combustion. Il invente un dispositif qu'il baptise pompe à air, de manière à créer un vide. Pour montrer à l'empereur Frédéric Guillaume à quel point son invention est performante, il commence par extraire l'air de la sphère. C'est tout, il n'y a que 3 parties, donc chacune d'elles est essentielle. Oui. Maintenant, j'essaie de poser l'hémisphère supérieur sur l'autre. C'est fait. Et voici l'élément le plus important de l'expérience, la pompe à vide, qui va nous servir à aspirer l'air. C'est elle qui crée le vide. Exactement. Je la mets en route et ça pompe. Voilà donc ce qui tient ces 2 hémisphères ensemble, le vide d'air. Oui. Il y a maintenant moins d'air à l'intérieur qu'à l'extérieur. Afin de reproduire l'expérience de von Guericke, il nous faut un autre ingrédient, des chevaux. 3, 2, 1, tirez! Mais nous n'en avons pas. En revanche, nous avons des joueurs de football américains. Et ils sont là pour m'aider à prouver que rien n'est plus fort qu'une équipe de football. Mais seulement si ce rien est au bon endroit. Allez les gars, du nerf! Von Guericke attela 8 chevaux à chaque hémisphère pour essayer de les séparer. Et c'est exactement ce que ces footballeurs vont tenter de faire. Je crois que c'est prêt. C'est bon? Oui. Il n'y a vraiment plus rien là-dedans. Maintenant, il nous faut des costauds. Vous pouvez venir ici, les gars! Par ici, c'est le moment de montrer votre force. D'abord, 2 joueurs de ce côté-ci et 2 de ce côté-là. On va commencer doucement. Préparez-vous. Tirez, donnez tout ce que vous avez, les gars. Il n'y a rien là-dedans. Ça ne tient que par le vide que nous avons créé. Allez! Regardez ces visages grimaçants. Allez, les gars! 2 autres joueurs en renfort. Allez, du nerf. Il n'y a rien dans cette sphère. Que les 2 derniers joueurs s'y mettent aussi. 1, 2, 3. Là, c'est du sérieux. Allez! Vous savez ce qu'il y a dans cette sphère? Rien. Regardez la taille de ce gaillard. C'est un costaud, tout en muscles. Et il est battu par rien. C'est vrai, il n'y a rien à l'intérieur de la sphère. Mais l'air étant un gaz, il enveloppe tout l'extérieur de la sphère et crée une pression de près d'1 kg par centimètre carré sur les 2 cloches qui sont ainsi poussées l'une vers l'autre. Cela équivaut à tenir un poids de 70 kg dans la paume de la main. La seule chose qui maintient les 2 parties ensemble est la différence de pression. Il n'y a pas d'air dans la sphère et beaucoup d'air à l'extérieur. Donc la différence de pression est énorme. Tout dépend de la différence de pression? Peu importe qui tire tant que la pression extérieure est plus forte. Exactement. Allez les gars, un petit effort. Les 16 chevaux de von Guericke n'ont pas fait mieux. Ok les gars, vous pouvez arrêter, c'est fini. Vous vous êtes battus. Approchons-nous de cet engin. J'aimerais vérifier quelque chose. Prêt? C'était facile. J'y suis arrivé tout seul. Cela démontre la force du vide d'air. Et voilà comment on maintient la plateforme gazière Troll A clouée au socle marin, avec rien du tout.
Mes recherches montrent que les ingénieurs de Troll A ont imaginé une version moderne des hémisphères de Von Guericke pour arrimer la plateforme au fond de l'océan. Leur solution? Fixer une série de caissons ou pieux à succion sous les pieds de Troll. Voici mon modèle de pieu à succion. Évidemment, le vrai est beaucoup plus grand que celui-ci, à peu près 40 fois la taille de celui-ci. Mais le principe est le suivant. En gros, c'est une sorte de tasse allongée, ouverte à sa base et qui dispose sur sa partie supérieure d'une pièce essentielle, une valve. C'est la clé du système. Et nous allons voir comment ça marche. Voici mon imitation du fond marin, une sorte de mélasse gluante qui a à peu près la texture du sol marin. Si l'on enfonce le cylindre avec la valve fermée, c'est comme un grand verre. Il devient rapidement très difficile de pousser vers le bas, car le caisson est étanche et il comprime l'air piégé à l'intérieur. Comme il y a beaucoup d'air à l'intérieur, le pieu descend jusqu'à un certain niveau, mais reste instable, repoussé vers le haut par l'air comprimé. En revanche, si on ouvre la valve, tout à coup, l'air peut s'échapper. Le caisson n'est plus étanche et s'enfonce sans problème dans le fond marin. Si on ferme la valve, le caisson est à nouveau hermétique. Et il est bien planté dans le sol. En fait, il est impossible de le soulever. Car nous avons créé un différentiel de pression. Et comme vous le voyez, je suis en train de soulever le fond marin. On le voit qui remonte. Je ne peux plus bouger le caisson. Il fait partie intégrante du sol marin. Si j'ouvre la valve, il sort sans problème. Voilà comment ça fonctionne. En plus grand, bien sûr. Les 19 pieux à succion de Troll font plus de 35 mètres de hauteur et sont complètement enfoncés dans le sol marin. Même les vagues de 30 mètres et les vents les plus violents ne peuvent l'ébranler. Il ne nous reste plus qu'à comprendre dans quel but Troll A a été conçu. Et la réponse à cette question réside dans cette salle. Voici les tuyaux qui font remonter le gaz à la surface. Mais comment fait-on pour extraire le gaz du sous-sol marin et l'acheminer jusqu'en Norvège? C'est là que la voiture de course peut se révéler utile. Il y a 10 ans, quand la plateforme Troll A a effectué les premiers forages en mer du Nord, elle a percé une poche de gaz qui a jailli sous l'effet de sa propre pression. Le gaz remonte à la surface et emprunte un gazoduc de 70 km de long pour rejoindre la terre ferme. Mais après une décennie d'exploitation, la pression a chuté. Cette bouteille représente le gisement et le soda pétillant qu'elle contient représente le gaz lui-même. Évidemment, lors du forage, la pression est énorme. On peut augmenter la pression dans la bouteille en utilisant la méthode suivante. J'ai collé du sucre à l'intérieur du bouchon et lorsque je percerai celui-ci, le sucre tombera au fond et libérera tout le dioxyde de carbone contenu dans la bouteille, ce qui créera une surpression interne. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il y a d'énormes bonbons sous les fonds marins. C'est juste une démonstration. Je visse le bouchon. Je vous déconseille de tenter l'expérience à la maison, même si c'est ainsi qu'on a découvert que ça fonctionnait. Maintenant, je perce un trou dans ma poche de gaz. J'ai une petite idée de ce qui va se passer. Vous aussi, je suppose. Mais c'est une bonne illustration. Je perce. Nous avons atteint le gisement et le gaz jaillit. Donc, pendant quelque temps, c'est très facile. Le gaz sort tout seul de la bouteille. Mais au bout d'un certain temps, inévitablement, la pression s'équilibre. Elle est la même à l'intérieur et à l'extérieur. Le gaz ne sort plus. Pour résoudre ce problème, il suffit d'aspirer le gaz. Dans le cas présent, c'est une méthode très agréable. Mais dans la réalité, c'est compliqué, onéreux, et cela prend beaucoup de temps. Il fallait trouver une solution et elle est apparue aux ingénieurs sous la forme d'une vieille voiture de course. Le rallye automobile disputé entre Paris et Vienne en 1902 a aidé les concepteurs de Troll dans l'acheminement du gaz jusqu'en Norvège. Un des pilotes, Marcel Renault, effectue sur sa voiture des modifications qui vont lui offrir la victoire. Son secret, insuffler plus d'air dans le moteur. Le turbocompresseur est né.
Ce bolide est bien plus rapide que celui de Marcel Renault, mais il est équipé d'un turbocompresseur qui s'inspire directement de la technologie mise au point en 1902 par l'ingénieur français. Ce turbo fait un bruit fantastique. Dans cette voiture, l'invention de Marcel Renault a été poussée à l'extrême, mais le principe reste le même. Comme nous l'explique l'ingénieur mécanicien Graham May. Bon alors ça fonctionne comment un turbocompresseur? C'est un ventilateur, un petit compresseur. Le moteur fonctionne à l'aide d'un mélange d'air et d'essence qui explose dans la chambre de combustion. C'est ce qui lui donne sa puissance. Nous ajoutons simplement un compresseur qui injecte plus d'air dans le moteur et on augmente ainsi le rendement. Celui-ci est un vrai. Cette pièce va là-dedans. Donc on place le compresseur et quand ce minuscule ventilateur tourne, il accroît les performances d'un moteur aussi complexe que celui-ci. En injectant de l'air dans le moteur, ce petit procédé astucieux double quasiment la puissance de la voiture. C'est exactement le principe imaginé par Marcel Renault. Si on envoie plus d'air à l'intérieur, il y a plus d'air qui sort et plus de puissance. Oui, Tout ça grâce à ce ventilateur. c'est aussi simple que ça. Mais en quoi le moteur suralimenté de Renault peut-il aider Troll à extraire le gaz du sous-sol? Il y a une chose importante à savoir au sujet des ventilateurs. Ils soufflent de l'air, mais en aspirent également. D'un côté, on sent une brise, mais de l'autre, on voit se former une dépression qui aspire l'air à l'intérieur. La plateforme Troll est équipée de ventilateurs qui aspirent le gaz pour le faire remonter dans ses tuyaux. Voici les artères du géant, reliées à son cœur, les turbocompresseurs. Un ventilateur n'est pas un objet très complexe. Tous génèrent un flux de gaz ou d'air. Voici un ventilateur. Je viens de le mettre en marche. On ne voit rien, évidemment, puisqu'il souffle de l'air. Mais je peux matérialiser sa puissance en posant un objet au-dessus. Cette balle, par exemple. Il la maintient en l'air sans problème. Mais tous les ventilateurs ont une capacité limitée, cela va de soi. Je vais donc essayer de faire tenir quelque chose de plus lourd et nous verrons ce qui se passe. Ce n'est qu'un paquet de farine. Mince. Vous voyez? Ce paquet de farine pèse 500 grammes. Et les ventilateurs de Troll A peuvent déplacer l'équivalent de 900 de ces paquets par seconde. Il leur faut beaucoup de puissance, car ils doivent acheminer le gaz depuis ce site dans ces énormes tuyaux jusqu'en Norvège. Et le trajet ne dure que 84 secondes. Cela fait presque 3000 km/h. Mais ce ne sont que des chiffres. À quelle puissance cela correspond-il réellement? Eh bien, il n'y a qu'une façon de le savoir. Ceci est une soufflerie verticale. Quand elle se met en route, elle déplace exactement la même quantité de gaz que les ventilateurs de Troll. Jusqu'à quelle hauteur pourra-t-elle me soulever? Je ne pèse pas très lourd, environ 65 kilos. Mais tout à coup, je pèse une plume. Une petite plume. Voilà la puissance développée par les ventilateurs qui équipent la plateforme. Chaque seconde, les ventilateurs de Troll déplacent plus d'1 tonne de gaz. C'est fou ce que peut faire un ventilateur! Et tout cela est à mettre au crédit de Marcel Renault et de sa voiture à moteur turbo. Presque tous les éléments de ce monstre de technologie ont été conçus de manière à faciliter le travail de ces ventilateurs géants. Ils pompent des milliards de mètres cubes de gaz pour alimenter quelques 80 millions d'usagers résidant en Europe continentale, là-bas, quelque part à l'horizon. Il y a 20 ans, personne n'avait encore construit une plateforme aussi gigantesque. Troll est une authentique merveille de l'ingénierie moderne. Son ADN révèle une étonnante filiation. Un pot de fleurs l'a rendu flexible.
Un silo à grains l'a rendu étanche. Une pompe l'a fixé au fond marin. Une note de musique lui permet de résister au clapotis. Et un turbocompresseur achemine le gaz jusqu'en Norvège. C'est simple comme bonjour, à condition d'avoir les bonnes connexions.